L'appareil aérien et l'appareil souterrain des angiospermes n'a plus de secret pour vous. Mais ce que vous avez compris, c'est que ces organismes étaient fixés. Et quand on est fixé, on ne peut pas fuir le danger. Or, nos angiospermes sont soumis à une prédation, ils ont des prédateurs qui sont terribles. Alors en fait, je pensais plutôt à... voire même à... Donc on va tout de suite regarder quels sont les mécanismes et les structures de défense des angiospermes, en commençant par les structures qui leur permettent de résister face aux prédateurs. Face aux prédateurs, certains angiospermes possèdent à l'intérieur de leurs cellules des petits cristaux que l'on voit ici en photo, que l'on appelle des raphides. Ce sont des cristaux faits par de l'oxalate de calcium, donc ici des sortes de baguettes rigides qui sont intracytoplasmiques. Lorsque ces végétaux sont mangés par un herbivore, ces raphides vont irriter l'œsophage par exemple de l'animal qui va s'arrêter de manger. Deuxième structure qui permet aux angiospermes de résister à la prédation, c'est les épines. Comme ici, une photo qui nous montre les épines d'un rosier. On peut regarder d'autres végétaux qui ont eux aussi des épines. C'est le cas des acacias. Ici, l'acacia est broutée par cet impala et vous remarquez sur les branches de l'acacia des épines. On a fait une étude pour mesurer la longueur des épines de l'acacia. Chez une plante qui n'est pas broutée par l'antilope, les épines ont une longueur moyenne d'environ 1,6 cm. Quand cet acacia est brouté, il va générer ensuite de nouveaux rameaux, de jeunes rameaux, dont on a mesuré la longueur des épines. Voici le résultat. On passe de 1,6 cm à 2 cm, 2,2 cm même, comme longueur des épines. Donc une augmentation de quasiment 37%, c'est énorme. Donc ce qui va permettre au végétal de mieux résister à la prédation. Maintenant, regardons un mécanisme qui permet à certains végétaux de résister à la prédation. Maintenant, regardons un mécanisme qui permet à certains végétaux de résister à la prédation. Vous avez ici une photo qui montre un plant de maïs qui a été mangé en partie par des insectes, des chenilles, que l'on aperçoit ici. Ces chenilles sont des larves de papillons qui s'appellent la légionnaire uniponctuée, dont voici ici l'adulte. Donc l'adulte pond des œufs sur les feuilles de maïs, des œufs sortent des chenilles qui vont se mettre à grignoter les feuilles et provoquer des ravages considérables. Lorsque cette chenille grignote la feuille, les cellules de la feuille vont réagir de manière chimique en produisant des composés volatiles qui vont donc être libérés dans l'air et qui vont attirer un insecte qui s'appelle une guêpe parasitoïde. La voici ici en photo. Et cette guêpe parasitoïde, elle va pondre ses œufs à l'intérieur de la chenille. Alors ici, la chenille qui est en photo, ce n'est pas celle que j'ai montrée tout à l'heure, ce n'est pas une légionnaire, mais peu importe, c'est le même mécanisme. La guêpe, regardez, va s'attaquer à la chenille, va pondre ses œufs à l'intérieur de la chenille. Des œufs sortiront des jeunes larves de guêpe qui vont manger et tuer la chenille. Donc on va avoir ici, en fait, lorsque ma plante de maïs est broutée, on va attirer les prédateurs de l'animal responsable de la prédation. Donc c'est un mécanisme de défense des angiospermes. Mais nos angiospermes ne sont pas seulement soumis à des contraintes de prédation. Elles peuvent être soumises aussi à des phénomènes météorologiques difficiles, comme par exemple beaucoup de vent ou une hausse de la température. Alors comment réagissent-ils? On va regarder l'exemple d'un végétal qui s'appelle l'Oya. C'est un végétal que l'on trouve souvent dans les bords de plage, fixé dans le sable. Et l'Oya a des feuilles qui sont très particulières, car à première vue, elles sont droites. Oui, mais regardez, quand elles sont soumises à des températures importantes, à des chaleurs ou à du vent, ces feuilles vont se recourber sur elles-mêmes, comme on le voit sur la vidéo. Et donc vous vous demandez, mais quel est l'intérêt pour la plante de recourber ses feuilles quand il y a du vent ou quand il fait très chaud? Mais la réponse elle est assez claire. Pour ça, regardez cette coupe.
d'Oya au microscope, quand la feuille a été repliée, on y voit deux faces. Une face externe, donc celle qui est exposée au vent ou à la température élevée, elle possède, cette face externe, une cuticule épaisse, c'est-à-dire une couche de molécules qui va être très épaisse, qui va être imperméable, donc qui va empêcher l'eau de sortir. Et sur cette couche externe, il n'y a quasiment pas de stomate. Autrement dit, là, en exposant la face externe au milieu extérieur, la feuille s'oppose aux pertes en eau qui seraient provoquées par le vent ou par la température élevée. Sur la face interne, eh bien, il n'y a pas de cuticule. On va trouver un épiderme qui est riche en stomates. Et on va également trouver des poils, qu'on appelle des poils épidermiques, qui vont permettre de contribuer à maintenir une atmosphère dans laquelle l'eau ne sera pas perdue. Les angiospermes peuvent également être soumises à des contraintes météorologiques quotidiennes, c'est-à-dire durant la journée. Comment vont-elles réagir à ces variations, à ces contraintes quotidiennes? Prenons l'exemple d'une plante méditerranéenne, l'arbousier, et étudions son comportement, ou plus précisément le comportement de ces stomates au cours d'une journée d'été ensoleillée, donc sèche. Donc pour bien comprendre et aborder le document qui va suivre, il vous faut connaître un certain nombre de choses. Première chose, l'organisation du stomate. Donc on se rappelle qu'au niveau des feuilles, côté épiderme inférieur de chaque feuille, il y a de nombreux stomates, sachant qu'un stomate, c'est donc un ensemble de deux cellules qui ménagent entre elles une ouverture ou ostiole. Ça, c'est la première notion à connaître. Et la deuxième, c'est de comprendre quels sont les échanges gazeux qui se réalisent au niveau de cette ostiole. Sachant que, je vous le rappelle, l'ostiole donne accès à l'intérieur de la feuille. Alors, nous sommes en journée, donc intensité lumineuse oblige, donc photosynthèse. Il y a donc entrée de CO2 et libération de dioxygène. Et comme la plante transpire, on dit qu'elle évapotranspire, eh bien, il y a également sortie de vapeur d'eau. Donc là, c'est un bilan entrée de CO2, libération d'O2, qui est un bilan de photosynthèse. La plante continue de respirer, mais elle photosynthétise plus qu'elle ne respire. Donc on a ce bilan. Alors avant d'aborder l'exercice qui suit, on voit tout de suite qu'il y a un dilemme pour la plante. Car effectivement, on est en climat méditerranéen. C'est une belle journée, chaude et sèche. Donc, belle journée, intensité lumineuse importante. Donc la photosynthèse peut avoir lieu avec beaucoup d'enthousiasme, donc une entrée massive de CO2. Mais parallèlement à cela, c'est une journée asséchante. Donc la vapeur d'eau liée à la transpiration, le fait qu'elle sorte en trop grande quantité, ça risque d'être dramatique pour la plante. Autrement dit, devant ces deux événements contradictoires, quelle stratégie la plante va-t-elle adopter? Alors sur ce document, on mesure la variation de l'ouverture des stomates de cet arbousier au cours d'une journée d'été ensoleillée. C'est la courbe bleue qui représente la variation d'ouverture de ces stomates. Et donc d'emblée, on peut constater que le degré d'ouverture des stomates est variable au cours de cette journée. Effectivement, si vous regardez, vous avez, disons, jusqu'à 10 heures, donc de 8 heures à 10 heures, vous avez une augmentation du degré d'ouverture des stomates. Inversement, à partir de 17 heures, vous avez une diminution du degré d'ouverture des stomates. Alors, outre ce degré d'ouverture des stomates, deux autres paramètres sont pris en compte. En rouge, c'est l'intensité lumineuse, donc l'intensité d'ensoleillement de cette belle journée. Et en vert, c'est la quantité de CO2 incorporée dans la matière organique, c'est-à-dire une façon de présenter l'intensité, c'est le reflet de l'intensité de la photosynthèse. Donc regardons précisément ces résultats. Alors, comme je viens de le dire, entre 8 heures et 10 heures, les stomates, le degré d'ouverture des stomates augmente, donc les stomates s'ouvrent. Et en conséquence, effectivement, la photosynthèse augmente, l'intensité de photosynthèse augmente. On remarque que le degré d'ouverture de ces stomates évolue en parallèle avec l'augmentation de l'intensité lumineuse. Autrement dit, les stomates vont s'ouvrir
en réponse à une augmentation de l'intensité lumineuse. La conséquence étant une augmentation de l'intensité de la photosynthèse. À partir de 17 heures, c'est l'inverse. L'intensité lumineuse diminue, les stomates se ferment progressivement et l'intensité de la photosynthèse diminue également progressivement. Donc, la première chose que l'on peut dire ici, c'est que l'ensoleillement contrôle pour ces deux parties. L'ensoleillement contrôle le degré d'ouverture des stomates pour cette partie et celle-ci. Mais alors, comment expliquer cette période, et précisément la période 10 heures, disons 14 heures. Période où on observe une fermeture progressive des stomates, alors que l'intensité lumineuse augmente. Et donc, il faut comprendre la situation de cette belle journée. Cette tranche horaire 10 heures, 14 heures, est une tranche horaire qui est chaude et sèche. Et donc, la plante va fermer ses stomates pendant cette période-là, ce qui va permettre de limiter les pertes en eau. Alors évidemment, il y a une conséquence de cette diminution du degré d'ouverture des stomates, c'est que la photosynthèse va diminuer, alors que l'intensité lumineuse est à son zénith. Voilà. Donc la plante a choisi entre la mort par déshydratation ou la photosynthèse. Elle a choisi bien sûr, entre la photosynthèse et mourir par déshydratation, elle a préféré survivre et donc ne pas se déshydrater. Voilà. Alors on vient de mettre en évidence un mécanisme cellulaire, ici le degré donc d'ouverture des stomates, qui permet de faire face à certaines contraintes météorologiques journalières. Donc voici quelques mécanismes qui permettent aux plantes de résister aux milieux difficiles, mais il y a également le passage de la mauvaise saison qui peut être délicat pour les angiospermes, et c'est Madame Autier qui va vous expliquer comment ils peuvent y résister. Avec l'hiver, des ressources utiles se font rares. De quoi s'agit-il ? Une faible luminosité, des jours beaucoup plus courts, ce qu'on appelle la photopériode, et donc une photosynthèse difficile à réaliser. Deuxième ressource qui pose problème, le froid et donc l'eau qui gèle, d'où une faible disponibilité en eau. Donc la mauvaise saison est une période défavorable à l'activité, ce qui suppose un passage sous forme d'organes de résistance. Donc la plante va développer des organes et des dispositifs qui vont permettre de résister à l'hiver. Nous allons aborder donc deux exemples. Le premier, il concerne le passage de l'hiver des arbres et des arbustes dont les bourgeons demeurent nettement au-dessus de la couche de neige. Et dans ce cas-là, la plante perdure l'hiver. Alors observons justement l'organisation de ces bourgeons. Ici, il s'agit d'une coupe longitudinale d'un bourgeon de marronnier au mois de décembre. Essayons de repérer dans cette organisation en quoi il s'agit bien d'un organe de résistance permettant le passage de l'hiver. Alors la première chose qu'on ne va pas voir et qui concerne la protection contre le froid, c'est qu'en fait les cellules de la plante, du bourgeon, alors ce que j'ai peut-être oublié de dire, si vous regardez l'intérieur de ce bourgeon, avant de comprendre quelles sont les cellules qui produisent ces substances antigel, si vous regardez bien, vous avez donc dans ce bourgeon une mini-tige feuillée avec une petite tige et déjà des feuilles. Donc en fait, toute l'organisation est là, simplement la croissance n'y est pas. Alors comment cette mini-tige feuillée, ce petit rameau feuillé est-il protégé? Donc comme je vous le disais, contre le froid. Les cellules produisent des substances antigel. Et donc il n'y a pas de cristaux qui pourraient éventuellement déchirer les cellules. Ensuite, si vous regardez bien, autour là, on dirait une espèce de zone filamenteuse cotonneuse. Effectivement, c'est une sorte de coton fait de cellulose, donc une molécule organique, un glucide. C'est ce qu'on appelle la bourre. C'est comme une sorte de petite couette protectrice. Mais ça ne suffit pas. Sur la couette, qu'est-ce qu'il y a en plus? Des enveloppes. Regardez, plusieurs couches d'enveloppes externes très épaisses. Et encore une fois, une dernière structure protectrice, un dernier élément, c'est un revêtement autour des bourgeons. Quand vous touchez ces fameux bourgeons de marronnier ou autres, avec vos doigts, la surface est collante. Cette espèce de cire s'appelle la propolis et elle est totalement imperméable et protectrice. Donc voilà la protection contre le froid. Ensuite, je vous rappelle que la photosynthèse est très faible et qu'en fait, dans cette petite tige feuillée, dans ce bourgeon, la plante miniature est en dormance, c'est-à-dire elle est en vie ralentie.
Donc voici une première forme, un premier exemple d'organe de résistance du passage à l'hiver. Tout est là pour résister à l'hiver et reprendre ensuite au printemps avec la croissance du bourgeon, c'est-à-dire la croissance de ce qu'il y a dans ce petit bourgeon, la mini-tige feuillée. Chez d'autres angiospermes, les parties aériennes vont mourir et il ne va rester en fait que des tiges souterraines qui portent les bourgeons. Alors ici, on présente deux exemples de ces tiges souterraines. Premier exemple, la tige souterraine de l'iris qu'on appelle rhizome. C'est en fait cette structure, c'est dans cette structure, précisément la tige, que se trouvent les réserves organiques qui permettront au petit bourgeon qui a déjà commencé d'ailleurs à se développer, puisqu'on voit les feuilles. Donc la fin de la mauvaise saison est terminée. Mais initialement, vous n'aviez qu'un petit bourgeon collé à la tige, entre guillemets. Et donc, ce sont les réserves de la tige qui vont servir à la croissance de cette petite tige feuillée qu'on voit ici. On en voit plusieurs. Là, c'est déjà les feuilles qui ont des bourrées. Donc là, les réserves pour passer la mauvaise saison et reprendre au printemps sont dans la tige. Deuxième exemple, le bulbe de jacinthe. Alors, vous remarquez qu'ici, la tige est très courte. C'est une sorte de petit plateau. Et donc, ce sont les feuilles qui sont extrêmement développées, charnues, car elles sont gorgées de réserves organiques qui permettront au petit rameau feuillé, à la tige miniature feuillée, de reprendre à la belle saison. Nous pouvons donc compléter le schéma bilan déjà utilisé. Alors, regardons ensemble ce qui reste à faire. Cette partie-là, abordée avec Monsieur Gardarin, qui concerne finalement l'aspect de cette grande surface d'échange racinaire en relation avec un sol très dilué, un milieu très dilué. Donc vous avez dû mettre en évidence que cette racine présentait une grande surface d'échange grâce à ces cellules très allongées que sont les poils absorbants. Et vous avez également remarqué qu'en milieu carencé, vous avez une augmentation du nombre de ces poils absorbants. Alors je vous conseille d'arrêter la vidéo pour bien sûr compléter ce schéma. Vous avez également observé que quand le milieu est très asséchant, eh bien, il y a une possibilité de régulation, de modulation de l'ouverture des stomates, et donc, en l'occurrence, si le milieu est asséchant, une diminution du degré d'ouverture des stomates. Concernant l'immobilité et les conditions climatiques variables et extrêmes, vous avez donc, ça c'est déjà complété, vous l'aviez fait au tout début, et vous avez mis en évidence que le milieu pouvait être très agressif et que la plante réagissait par des structures et des mécanismes complètement adaptés. Et là, vous venez de le voir avec moi. L'hiver peut se passer sous forme d'organes de résistance. Nous en avons vu 3 exemples. Enfin, dernière chose à compléter, vu avec Monsieur Gardarin, eh bien, on ne peut pas fuir un agresseur puisque nous sommes un individu fixe. Les angiospermes sont des individus fixes et donc il y a des mécanismes et des structures de défense permettant de survivre sans bouger. Voilà, on en a fini avec l'étude de l'appareil végétatif des angiospermes, c'est-à-dire en gros les feuilles et les racines. Vous avez compris que ces organismes sont particulièrement adaptés à leur vie fixée. Mais on n'a pas encore parlé de reproduction, donc comment se passe la reproduction, c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante. À bientôt!